Je vous propose maintenant un focus sur l'un des thèmes, on pourrait dire même l'une des craintes de l'année 2010, la gestion des dettes publiques et le problème que cela pose pour nos économies. Avec Patrick Defraguier, bonjour. Bonjour. Responsable de la stratégie chez Amundi. Ces déficits publics, ça a vraiment été un élément clé de l'année 2010. Comment on est arrivé à ce problème finalement, alors qu'on croyait être à l'abri Il y a deux explications. Une première explication, c'est qu'il y a eu de la relance monétaire, puis après de la relance budgétaire. Donc il faut bien à un moment financer cet accroissement du déficit public qui a permis, dans certains pays, une sorte d'efficacité du multiplicateur budgétaire. Deuxièmement, il y a eu une problématique aussi liée à la comptabilisation de certains pays qui n'ont pas toujours été forcément aussi transparents qu'on l'aurait souhaité. Donc le cumul de ces deux événements a provoqué, j'allais dire, une défiance un peu général vis-à-vis de ce qu'on appelait l'actif sans risque, l'obligation d'État. Est-ce qu'un État peut faire faillite? Et la réponse n'est pas évidente finalement, alors qu'on dormait tranquille depuis des années. La réponse n'est pas évidente parce qu'on n'était plus habitué à gérer des risques de défaut ou de restructuration dans les pays développés. Elle n'est pas évidente parce qu'on s'est rendu compte que pour des raisons politiques, certains pays ont garanti globalement leur système bancaire. Or, le poids de la dette privée dans les systèmes bancaires était plus important que le produit intérieur brut de ces 10 pays. Et on a nationalisé finalement les risques bancaires. On a nationalisé, oui, tout à fait. Avec deux équations différentes selon que l'on regarde la question en Europe ou aux États-Unis, comme souvent d'ailleurs, chacun sa sensibilité. On a l'impression qu'il y a deux chemins différents, alors que les problèmes sont sensiblement les mêmes. Le surendettement existe des deux côtés de l'Atlantique. Oui, même globalement, on pourrait même comparer les ratios de dette publique ou de déficit européen par rapport américain, y compris pour les ménages, et on serait peut-être surpris par rapport à la réalité des choses. Mais on a l'impression que ça va quand même moins mal aux États-Unis toujours. Ça va moins mal parce qu'il y a une meilleure coordination entre politique monétaire et politique budgétaire que dans la zone euro. Ça va moins mal aussi parce qu'il y a une liberté de manœuvre grâce à la gestion ou au non-souci de la gestion de la parité de change qui permet aux États-Unis donc finalement de profiter des variations de change de manière un peu plus pertinente que ne le fait la zone euro. Oui. Avec finalement toujours un peu ce chèque en blanc parce que les Américains ont clairement choisi de laisser filer les déficits. Pour eux, la question ne se pose pas. Ils ont laissé filer en partie, effectivement. Il y a eu un accroissement, et on le verra peut-être même encore en 2011, du déficit public. C'est toute la problématique de la planche à billets. Et cette problématique de planche à billets est soit doctrinalement plus ou moins acceptée, suivant qu'on est à la Réserve fédérale, soit à la Banque centrale européenne. Donc il y a des différences de doctrine, des différences, j'allais dire, d'articulation institutionnelle. Des différences d'histoire aussi. Des différences d'histoire qui expliquent en partie avec la difficulté politique de se mettre d'accord à 16 ici dans la zone euro qui ne facilite pas l'équation. Donc dans la zone euro, vous diriez plutôt une approche de réduction. On prend le taureau par les cornes et on essaye de réduire finalement ces questions de dette, de déficit. De manière pas totalement simultanée, puisque certains pays ont été mis sous les feux de la rampe plus tôt que les autres. Ils avaient des trajectoires de dette beaucoup plus difficilement soutenables que les autres. Deuxièmement, la coordination au niveau budgétaire n'est pas forcément efficace dans la mesure où les pays sont indépendants les uns par rapport aux autres. En face de cela, on a une banque centrale unique qui, en plus, va avoir un changement de gouvernance en octobre 2011, donc qui essaye de poursuivre sa trajectoire de crédibilité qu'elle met en place depuis maintenant un peu plus d'une douzaine d'années. La crédibilité de la banque centrale et en parallèle la crédibilité des gouvernements. On sent ici et là des signaux clairs en direction des marchés pour dire, regardez, on essaye quand même de balayer devant notre porte. Les gouvernements, effectivement, mettent en place des plans qui sont crédibles financièrement, par les mesures qui sont prises sur les dépenses et sur les recettes, qui sont acceptables socialement, mais pas partout. Et la combinaison des deux fait que les marchés testent quand même les limites de ces différents plans, parce qu'il suffit de donner une échéance ou un montant pour qu'à ce moment-là, un certain nombre d'investisseurs qui ont un intérêt ou une possibilité de jouer ce type de marché essayent de tester la résistance et les conséquences que ça peut avoir après sur la macroéconomie. Ça rétroagit de manière négative sur l'économie de ces différents pays. Donc il faut éviter justement ce phénomène autoréalisateur qui contraindrait un pays qui a malgré tout pris des mesures et qui est sous contrôle de Fonds monétaires, de la Commission européenne ou de la Banque centrale, éviter que malgré cela, un pays finalement ne rechute ultérieurement. D'où la gestion du temps est importante.
Et la gestion de manière indépendante des différents pays est aussi indépendante, même si elle doit se faire de manière presque simultanée, avec les risques que cela comporte. Le plus gros risque pour vous dans la zone euro, il est où? Le plus gros risque, ce n'est pas forcément celui de la taille, c'est celui de la corrélation des risques les uns par rapport aux autres. Mais dans Il ne faut pas que des risques spécifiques se transforment en risques systémiques. Le plus important est peut-être celui qui a été traité le premier, notamment la Grèce, qui donc n'a pas le bénéfice de l'expérience des traitements qui sont mis ultérieurement. Donc il y a une sorte d'effet d'aubaine pour ceux qui, après, sont mis, j'allais dire, sous le contrôle des autorités européennes. Comment vous voyez la sortie de cette crise des déficits publics? Pour stabiliser un ratio de dette sur PIB, qui est vraiment, j'allais dire, la variable importante, il faut réduire la dette. La dette est exprimée en nominal, donc il faut diminuer les dépenses, augmenter les recettes. Donc on a parlé de fiscalité précédemment. Deuxième chose, c'est au niveau du dénominateur, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est de la croissance. Pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait du crédit, facile. Il faut qu'il y ait de l'innovation. Et il faut qu'il y ait de la démographie. Moins facile. Et ces deux facteurs qui ne sont pas forcément les caractéristiques intrinsèques de la zone euro actuellement parlant. Dernier élément aussi, pour essayer de stabiliser ce ratio dette sur PIB, c'est faire de la croissance artificielle par une certaine inflation. Ce n'est pas une crainte, en tous les cas, pour 2011. Peut-être qu'ultérieurement, ce sera un élément, mais clairement, pour 2011, l'inflation n'est pas le moyen de réduire ce ratio de dette sur PIB. Merci Patrick Defraguet pour ces explications limpides. À bientôt. Merci à vous.